Yes, parfait. Du coup, on est en direct. Je vais partager mon écran pour qu'on puisse voir la presse. Hop, hop. Est-ce que du coup, Socrate, tu peux me confirmer que tu vois mon écran en plein écran Ouais, quand je je vois bien partage? ton écran. Ok, hop, je vais remonter. Bien. Parfait. Bonjour à tous, du coup, ceux qui nous ont Bonjour déjà à tous. rejoints. On va attendre juste 10 secondes et on va démarrer, histoire juste que les derniers qui veulent arriver ne ratent pas le début. Du coup, on va parler trésorerie et retard de paiement. On va essayer de vous donner un max de bonnes pratiques et des conseils pour que vous puissiez les appliquer euh, directement. Ensuite, c'est le but de cette masterclass. Vas-y, je te propose qu'on démarre. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans cette masterclass organisée par celle-ci conjointement avec l'INPay. Je m'appelle Philippe et je suis le cofondateur de la solution française de trésorerie Rocketchart qui a rejoint le groupe celle-ci en mars 2022 pour proposer une brique trésorerie dans la solution au sein de l'écosystème celle-ci qui proposait déjà une solution de marketing, vente et facturation. Et aujourd'hui, je suis product manager de celle-ci trésorerie pour continuer le développement de l'outil. Et pour cette masterclass, je suis accompagné de Socrate, cofondateur et CEO de LinPay. Yes, merci Philippe. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Ravi d'être avec vous ce matin. Moi, je suis Socrate Tellier, donc effectivement cofondateur de l'InPay avec Édouard Lejaune. Alors l'InPay en quelques secondes, donc c'est une startup qu'on a cofondée en 2020 avec Edouard, à peu près au même moment d'ailleurs que Philippe sur Rocketchart à l'époque. Nous chez l'InPay, du coup, on essaye de transformer la gestion du recouvrement B2B. Donc en fait, on a développé un logiciel qui va vraiment couvrir de façon spécialisée la gestion du poste client à partir du moment où les factures sont émises, par exemple avec celle-ci, jusqu'au moment où elles sont payées. Voilà. Et en fait, on va essayer d'automatiser toutes les tâches qui composent ce parcours entre le moment, où, encore une fois, où la facture est émise et la facture est payée. Donc aujourd'hui, on accompagne à peu près 300 directions financières. Sur l'InPay, c'est 900 millions d'euros d'encours qui sont gérés en temps réel. C'est à peu près 100 000 factures importées chaque mois dans l'outil l'InPay. Voilà. Voilà, pour vous dire un petit peu en quelques chiffres. Parfait, parfait. Alors, pour rappel, du coup, pour ceux qui suivent déjà les masterclass, vous connaissez les règles, entre guillemets. Donc, cette masterclass, elle est enregistrée, évidemment, et vous recevrez le replay par email automatiquement à la fin du webinar. Et aussi, d'ailleurs, dans cet email, vous recevrez une checklist qu'on a préparée pour vous avec environ 25 bonnes pratiques de gestion de trésorerie et de gestion du poste client pour que vous puissiez les appliquer directement. Donc, on va en discuter certaines lors de cette masterclass, mais vous aurez des compléments dans cette checklist. Vous avez un onglet questions qui est situé à côté de l'onglet chat. On vous invite à poser vos questions dans cet onglet dédié, parce que dans le chat, on ne va pas forcément pouvoir les voir, on pourrait les rater. Et au sujet des questions, on va tâcher d'y répondre soit au fur et à mesure, si on voit des questions pertinentes avec ce qu'on dit, en rapport exact avec ce qu'on dit, soit on prendra le temps à la fin de rebalayer toutes les questions de toute façon. Alors, l'INPET, on a déjà un peu parlé, je te laisse compléter si tu le souhaites. Oui, alors peut-être simplement donc l'InPay en fait peut-être sur l'impact de l'outil InPay. Donc nous, vous l'avez compris, on a un logiciel de recouvrement B2B. En fait, du coup, l'InPay, on se plug à la comptabilité. Donc par exemple, un outil comme celle-ci pour récupérer l'ensemble des factures et on va aider les entreprises à améliorer leur délai de paiement. Voilà. Et donc on voit que nous, en fait, on mesure sur l'ensemble de nos clients, on améliore en général le délai de paiement de 20%. Donc le fameux DSO, on va en parler juste après. Le DSO, on l'améliore de 20% en général après 3 mois d'utilisation. Voilà. Donc en fait, il y a un impact sur la trésorerie des entreprises qui est assez rapide, grâce notamment à l'automatisation des relances clients. Voilà. On va en parler juste après et je vais pas déborder pour l'instant. Vas-y Philippe, je t'en prie Excellent. sur Yes. celle-ci. Du coup, rapidement pour celle-ci, donc ça a été créé en 2009. C'est une société qui est française, basée à La Rochelle et à Bordeaux, et qui propose une solution de gestion commerciale et financière
complète à destination des TPE et PME françaises. Et tous nos services sont internalisés avec plus de 200 collaborateurs qui travaillent à La Rochelle et à Bordeaux. Et on parle en fait de solutions complètes ou intégrées parce qu'elle va inclure un outil de prospection et marketing pour en fait générer des prospects, un outil de vente pour convertir ses prospects en clients, on vient par exemple un CRM et des automatisations, et un outil de devis et facturation pour facturer ces clients qu'on vient de convertir, et enfin un outil de prévision de trésorerie pour piloter son entreprise en fait en toute sérénité. Et pour faire simple, vous couvrez tout votre cycle de vente en fait avec un seul outil. C'est pratique parce que du coup, vous n'avez pas besoin de jongler avec différents outils. Là, toutes vos données sont centralisées et consolidées à un seul endroit. Et en fait, celle-ci, du coup, a un scope fonctionnel qui est très large, là où l'InPay a décidé en fait de s'occuper uniquement de la partie post-client et de le faire très très bien, d'aller pousser vraiment cette problématique le plus profond possible. C'est bien ça, hein, Socrate. Vous êtes Ouais, focus là-dessus. Hein. c'est exactement ça. C'est là où en fait les outils celle-ci et l'InPay peuvent être complémentaires. Celle-ci va avoir une approche très horizontale, très large en termes de scope fonctionnel. Vous le voyez sur l'écran, du marketing jusqu'à la trésorerie. Là où nous, l'InPay, en fait, on va apporter une solution spécialisée. On est les experts de la gestion du recouvrement. Et donc, en fait, on va arriver en complément de celle-ci pour les entreprises qui ont des problématiques de recouvrement en B2B, des paiements qui s'allongent et qui ont du coup besoin d'aller un petit peu plus loin sur cette problématique-là. Voilà. Parfait. OK. Et alors, on a pris ce graphique du coup de votre site internet récemment. Est-ce que tu peux nous en parler rapidement? Ouais, alors en fait, le but, c'est de vous dire pourquoi est-ce que c'est important de faire ce webinaire aujourd'hui sur la gestion de la trésorerie et les retards de paiement, d'expliquer un petit peu le contexte dans lequel on se situe, le contexte macroéconomique. En fait, à l'écran, ce que vous voyez, c'est simplement le nombre de défaillances des entreprises par an. Donc, il y a deux choses qui sont intéressantes sur ce graphique. La première, si on regarde un petit peu la droite du graphique, c'est que on peut réaliser que quasiment le volume de défaillance a doublé en 2 ans, depuis 2021 pour le niveau le plus bas, à peu près à moins de 30 000 défaillances sur l'année, à quasiment 60 000 sur l'année 2022. Donc on peut dire, waouh, attention, là les défaillances doublent, c'est une réalité. Et donc, c'est à prendre en compte parce qu'en fait, des défaillances, ça veut dire quoi? Ça veut dire des entreprises qui n'honorent plus leurs créances et donc éventuellement des fournisseurs qui se retrouvent en position de difficulté en termes de trésorerie. Donc ça, c'est un point qui est super important et c'est pour ça que c'est important de parler de trésorerie et de retard de paiement aujourd'hui. Donc ça, c'est le premier élément dont je voulais vous parler sur ce graphe. Le deuxième élément qui va peut-être du coup mettre un petit peu en perspective ce premier élément, c'est que vous voyez en fait, si on regarde un peu une tendance un peu plus longue, en fait, on a eu vraiment une chute du nombre de défaillances d'entreprises durant la période Covid, globalement. Pourquoi? Parce que, comme vous le savez, il y a eu les PGE, notamment tout le financement public qui est venu vraiment apporter une aide très précieuse aux entreprises. Et ce financement public a fait en fait la conséquence qu'il y a eu très peu de défaillances sur ces années-là. Mais en fait, ce que vous pouvez voir sur ce graphe, c'est qu'en fait, on revient entre guillemets à une normale. En fait, vous voyez sur les années pré-Covid, on est entre guillemets à peu près toujours autour des 60 000 défaillances par an, ce qui est entre guillemets un cycle normal. Des entreprises se créent, des entreprises meurent chaque année, et ça c'est un cycle un peu normal. Voilà, donc en fait, on revient à une situation en termes de volume de défaillance à peu près classique. Toute la question est de savoir est-ce qu'on va être sur cette nouvelle normale, on va dire on revient à la normale, ou est-ce qu'on va dépasser ces seuils-là sur les mois et années à venir. Toute la question est là. Et le contexte économique peut nous laisser un petit peu, comment dire, pessimiste sur ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, on voit qu'il y a un vrai changement de paradigme au niveau économique depuis 20 ans. Vous en souvenez peut-être, avant le Covid, globalement, le financement était extrêmement facile pour les entreprises. Depuis 2008 et la crise de 2008, le financement bancaire était très accessible. Des taux bancaires extrêmement faibles. Donc, en fait, pour les entreprises, une capacité à se financer auprès des banques très simple. Donc, en fait, en résumant un petit peu, aller chercher l'argent chez ses clients ou aller le chercher à la banque, le risque était le même, puisqu'en fait, et le coût était à peu près le même. Aujourd'hui, la différence avec cette période-là, c'est que, comme vous le savez tous, les taux d'intérêt
ont remonté, hein, les BCE, la Fed ont remonté les taux d'intérêt pour essayer de juguler l'inflation. Donc en fait, maintenant, le coût du crédit, pour les particuliers comme pour les entreprises, a explosé. Et donc en fait, maintenant, le financement bancaire est beaucoup plus difficile à aller chercher. Pourquoi c'est intéressant d'en parler? C'est que du coup, pour les entreprises, la problématique d'aller chercher l'argent chez leurs clients redevient au centre de leur stratégie de cash management et de trésorerie, de gestion de trésorerie. Donc là, on reparle des retards de paiement et forcément, on doit regarder précisément où est l'argent, pourquoi est-ce qu'il est chez le client et pas sur mon compte bancaire, et comment je peux faire en sorte de réduire mes retards de paiement, mes délais de paiement, pour que le cash soit chez moi et pas chez mes clients. Voilà. Voilà un petit peu Intéressant. en quelques secondes. Pourquoi, selon nous, voilà, avec Clip, il est important de parler de trésorerie et de retard de paiement aujourd'hui. Yes, très intéressant cette analyse. On verra ce que l'avenir nous dira au niveau du contexte économique, mais très intéressant en tout cas cet insight que tu as. Et donc c'est exactement pour ça qu'on a du coup décidé de faire ce webinaire ensemble avec Socrate. On va du coup parler donc au début la base, donc piloter sa trésorerie. Je vais vous donner une méthode et ensuite on va parler sécuriser ses créances clients. Et Socrate va vous donner les meilleurs conseils qu'il a pu voir du coup avec son expérience LinPay pour que vous puissiez les activer dès cet après-midi si vous souhaitez. Au niveau du pilotage de la trésorerie, l'important, en fait, c'est il n'y a pas de secret. Il faut appliquer des bonnes méthodes et être rigoureux et régulier. Vraiment, c'est bête et méchant. Et après plusieurs échanges et plusieurs années avec nos clients, j'ai en gros identifié une méthode qui marche à peu près tout le temps et surtout que vous pouvez appliquer sur un tableau Excel. Ça marche tout à fait bien. Si vous voulez, vous pouvez utiliser celle-ci trésorerie, évidemment, si on a automatisé un peu plus de trucs, mais juste la base, vous allez le voir d'ailleurs avec la slide suivante, ça marche très bien sur Excel. La force de cette méthode, c'est qu'elle va apporter de la visibilité sur 3 horizons temporels différents. D'abord, vous allez avoir de la vision à l'instant T, évidemment, 1 à 3 mois qui sera très précis, et garder une visibilité sur 12 mois. Comme ça, vous allez garder une longueur d'avance en fait suffisante et vous pourrez anticiper d'éventuels problèmes. Et dans cette méthode, en fait, pour chacune de vos catégories, vous allez avoir 3 colonnes, une colonne budget, attendu et réalisé. Et ça va ressembler à peu près à ça, votre tableau de trésorerie. Là, on voit un tableau mensuel, du coup, par exemple. On voit les catégories d'encaissement, décaissement, et à chaque fois 3 colonnes. Et je vais vous expliquer comment ça fonctionne après. La première étape de la méthode consiste à d'abord établir votre budget sur les 12 prochains mois. Le but du budget, en fait, c'est de tracer la feuille de route de l'entreprise, la trajectoire, c'est de fixer des objectifs, là où vous voulez aller. Sur 12 mois, c'est généralement un bon horizon. Et donc, vous allez définir des objectifs sur vos encaissements, mais aussi, du coup, sur vos dépenses. Mais attention, ce budget, en fait, il n'est pas très précis parce que c'est fictif. C'est juste des objectifs, des valeurs que vous allez mettre. Alors oui, vous savez combien vous allez dépenser sur l'année en abonnement logiciel, par exemple votre abonnement LinkedIn, votre abonnement à votre outil de prospection, votre abonnement à votre CRM, votre abonnement à LinPay, si vous êtes client LinPay. Tout ça, vous savez combien vous allez payer. Donc c'est facile à budgéter. Mais pour le reste, vous n'en savez rien. C'est que des suppositions et des hypothèses. Et il y a toujours des imprévus, vous le savez mieux que moi. Et donc pour créer ce budget de trésorerie, vous pouvez vous appuyer évidemment sur votre compte de résultat et le convertir en plan de trésorerie en incluant la TVA, les délais de paiement et autres. J'ai déjà fait des webinaires à ce sujet sur comment convertir un compte de résultat en plan de trésorerie. Il y a un modèle Excel qui est dispo sur le site de celle-ci si vous voulez. Donc je ne vais pas revenir dessus. Et en fait, au fil des semaines qui passent, en fait, vous allez avoir la réalité de l'activité, les factures que vous envoyez à vos clients, les factures fournisseurs que vous recevez et autres. Et en fait, tous ces éléments vont vous permettre de compléter la colonne attendue. Et donc, en gros, c'est des échéances que vous avez envoyées à vos clients, des échéances de paiement. C'est des charges fixes qui sont ajoutées que vous n'aviez pas forcément prévues. C'est des échéances d'URSSAF, des échéances de TVA qui vous ont été envoyées. Et donc, c'est vraiment de l'argent que vous allez devoir sortir. C'est des factures fournisseurs qui vous ont été adressées. En fait, tous ces éléments attendus, ils apportent énormément de précision dans vos prévisions. Parce que c'est en fait du palpable, c'est concret, c'est de l'argent qui va réellement entrer si votre client paye et qui va réellement sortir parce que vous allez devoir payer les prestations. Et là où le budget vous permet en fait de vous projeter à 12 mois grossièrement, et ben en fait cet attendu, il va vous permettre de rendre concret l'activité de votre entreprise et donc fiabiliser
vos prévisions. Et du coup, votre prévisionnel, il va devoir faire cohabiter cette notion d'attendu et de budget de manière intelligente pour calculer votre solde de trésorerie à la fin de chaque mois. Et pour chaque ligne de votre tableau, on va voir juste après, vous avez juste deux règles de gestion à suivre. Tant que le budget est supérieur à l'attendu pour une catégorie donnée, alors c'est le montant budget qui est utilisé dans le calcul du solde. Si à un moment, la valeur attendue dépasse le budget sur le mois, alors il faut prendre en compte l'attendu dans votre prévisionnel. Et ça va, du coup, c'est parce que c'est attendu, c'est ce qui doit réellement se passer. Et donc, du coup, vous allez pouvoir fiabiliser le prévisionnel. Donc concrètement, juste dans l'exemple qu'on a à l'écran, si je prends la catégorie E là dans les encaissements au mois d'avril, la colonne budget, on n'avait rien budgété dans cette catégorie-là. On l'avait plutôt d'ailleurs budgété en mars, les 4 250 euros. Et ils sont attendus du coup en avril. Et bien là, la valeur budget est à zéro, la valeur attendue est à 4 250, donc elle est supérieure au budget. Ok. Et donc c'est cette valeur attendue qu'on prend en compte dans le calcul de trésorerie fin de mois. On ne va pas prendre en compte les zéros. Et pareil en dessous dans les catégories de décaissement, il y a les trois euh, cases qui sont encadrées en rouge. Et ben en fait c'est les valeurs qu'on prend en compte pour le calcul de trésorerie fin de mois parce que le budget était inférieur est inférieur à ces budgets-là, à ces valeurs-là, pardon, ce qui avait été budgété initialement. Euh, et c'est de l'argent qui doit réellement sortir. Donc, il faut le prendre en compte dans votre prévisionnel, parce que c'est de l'attendu. Et donc, comme ça, vous allez en fait, au fur et à mesure, pouvoir venir fiabiliser votre prévisionnel, votre budget prévisionnel à partir des données attendues. Et comme ça, à 1 à 3 mois, comme je le disais tout à l'heure, vous allez avoir des prévisions qui sont super fiables. Et juste une dernière chose, la dernière étape, c'est la colonne réalisée, celle qui est à droite, par exemple. Et en fait, du coup, c'est ce qui est constaté en banque. C'est l'ensemble simplement des transactions bancaires, encaissement et décaissement. Et la seule chose que vous avez à faire, c'est de catégoriser vos flux dans les bonnes catégories. Comme ça, vous allez pouvoir avoir ces colonnes qui vont être remplies dans votre tableau. Et l'objectif, en fait, c'est de pouvoir éventuellement mesurer ensuite l'écart entre ce que vous avez réellement fait et votre budget afin de pouvoir réajuster votre prévisionnel si besoin. Et donc, du coup, vous l'avez compris, l'intérêt de cette méthode, c'est en gros de vous donner une vision claire et immédiate à l'instant T avec le réalisé, de vous donner une bonne prévision à 1 à 3 mois avec l'attendu et de garder une longueur d'avance sur vos objectifs avec le budget à 12 mois. Il y a quelques clients qui nous posent souvent la question, en gros, à quelle fréquence ils doivent suivre et mettre à jour tout ça. Alors en fait, c'est très simple. Donc, une fois que vous avez le budget, généralement, on l'établit une fois par an et certains clients font un reforecast au bout de 6 mois afin de réajuster l'atterrissage en fin d'année. Ensuite, ce que je vous recommande de faire, c'est du coup de comparer le réalisé versus le budget une fois par mois. Donc, au début de chaque mois, comparer réalisé versus budget sur le mois précédent afin de voir où vous en êtes par rapport à vos objectifs que vous êtes fixés. Comme ça vous permet de savoir si est-ce que oui ou non vous allez suivre la trajectoire que vous aviez prévue. Et vous pouvez du coup réajuster, vous pouvez manager les équipes en fonction, etc. Ensuite, pour ce qui est de l'attendu, je vous conseille de faire un point une fois par semaine sur les encours de facturation et les autres échéances attendues. En gros, il faut faire un point par exemple tous les vendredis matins sur OK, qu'est-ce qui a été payé cette semaine, qu'est-ce qui est encore à payer, qu'est-ce qu'on attend en paiement, quelles sont les nouvelles échéances qu'on a reçues. Comme ça, vous pouvez mettre à jour la fameuse colonne attendue qu'on a vue ici dans le tableau Excel. Et enfin, pour ce qui est du réalisé, pour moi, c'est une fois par jour. Et encore, je le dis, comme je vous expliquais au début, la gestion de trésorerie, c'est juste être rigoureux et régulier. Et il n'y a pas de secret. Et donc, du coup, le réaliser, vous pouvez le suivre une fois par jour. Par exemple, on a des clients qui ont mis une routine tous les matins. La première chose qu'ils font, c'est qu'ils se connectent sur celle-ci trésorerie et ils valident leur dernière transaction bancaire, la catégorisation qui a été faite. Ils les valident en un clic et ça leur prend 5 minutes. Et comme ça, ils sont à jour au niveau de leur position réelle. Et enfin, juste dernière petite chose dont je voulais vous parler. Donc, déjà, si vous suivez cette méthode, je vous garantis que vous n'aurez plus jamais de mauvaise surprise sur votre trésorerie. Vous garderez toujours une longueur d'avance. Mais il faut juste prendre le temps de le faire. Ici, on vous a mis quelques bons réflexes à garder en tête. Donc, je vais vous laisser les lire tranquillement, soit après le webinaire, soit vous les avez sûrement dans la checklist. Je vais juste vous parler d'autre chose qui est lié à tout ça en parallèle. En gros, le but de gérer sa trésorerie,
c'est de prendre des meilleures décisions pour son business, que ce soit concernant la résolution de problèmes de trésorerie, mais aussi la détection d'opportunités. Par exemple, si grâce à votre suivi de trésorerie, vous prévoyez que vous avez un solde de trésorerie qui va être négatif dans 6 semaines, et ben en fait, vous allez avoir le temps d'anticiper et de prendre les bonnes décisions. Et vous allez pouvoir simuler des hypothèses dans des scénarios que vous pourrez faire pour prendre la meilleure décision par rapport à cette situation. Par exemple, vous pourrez décider de, OK, là, il faut qu'on relance ses clients parce qu'on a trop d'encours d'impayés chez eux. On peut négocier des délais de paiement auprès de fournisseurs qui peuvent se le permettre. On peut négocier une ligne de crédit temporaire auprès de la banque. On peut faire un apport en compte courant d'associés temporairement pour passer ce creux, pardon. On peut décaler certaines échéances, peut-être des échéances d'URSSAF ou autres. Mais tout ça, vous pourrez en fait le savoir que si vous anticipez. Et si vous prenez le temps juste de simuler quelle solution et quel va être l'impact de telle solution sur votre trésorerie. Comme ça, vous pourrez prendre la meilleure décision. Et de la même manière, je suis convaincu que dans votre trésorerie, aujourd'hui, il y en a beaucoup qui ont du cash sur leur compte et qui l'utilisent pas. Et je suis convaincu qu'il y a d'énormes opportunités pour développer votre boîte dans la trésorerie. Mais pour les détecter, ben, en fait, il faut de la visibilité sur votre prévisionnel. Et par exemple, si vous avez trop de cash, si vous voyez que vous allez avoir un matelas de trésorerie dispo, et ben, investissez en marketing pour générer des nouveaux prospects. Vous pouvez louer des nouveaux bureaux, louer un espace de coworking, vous pouvez recruter des freelances pour lancer un nouveau projet. Vous pouvez placer votre trésorerie aussi pour générer des intérêts. Prendre un nouveau véhicule en leasing pour élargir votre flotte. Voilà, vous avez des opportunités pour développer votre boîte. Mais encore une fois, vous serez capable de les détecter que si vous anticipez, si vous prenez le temps de prévoir votre trésorerie et si vous prenez le temps d'appliquer la méthode que je vous ai présentée. Et donc, je vous conseille de simuler tout ça dans des scénarios alternatifs pour juste prendre les meilleures décisions. Et du coup, j'ai parlé rapidement dans l'exemple juste avant de relancer des clients en cas d'impayé si vous vous rendez compte que vous allez avoir un creux de trésorerie. Bah, ça fait le pont avec la suite et ce que Socrate voulait vous expliquer. Je vais lui laisser la parole du coup. Yeah, super, c'était super clair, Philippe, merci beaucoup. Si je retiens du coup, c'est vraiment, en fait, c'est mesurer, anticiper pour être capable de suivre précisément, quoi, en fait. Ouais, Hein, et de ouais, prendre les bonnes décisions. On peut pas prendre des bonnes décisions si les chiffres sont pas bons ou pas à jour et qu'on n'a pas le matériel, que ce soit fichier Excel. Il y avait une question sur le. Ah, apparemment, ça grésille. Je vais peut-être enlever mes AirPods. Philippe, tu me confirmes vas-y. que ça grésille de ton côté? Ça grésille un chouïa, ouais. Vas-y. Ouais, bah attends, je les enlève. Ah bah, tu m'entends mieux, Philippe? Ouais, parfait, ouais. Je t'entends Super. bien. Du coup, je disais simplement, ouais, donc effectivement, prendre les bonnes décisions, être capable de les mesurer en amont, hein, pour éviter les erreurs de jugement, et se baser sur la donnée, en fait, hein, plutôt que sur comment dire, un ressenti qui n'est pas forcément toujours fiable. Exactement, se baser sur la donnée, c'est super important. Ouais. Et ça fait d'ailleurs écho si vous avez besoin de négocier du coup quelque chose auprès de votre banque ou auprès de partenaires financiers, et ben, si votre tableau de trésorerie est toujours à jour, vous allez avoir les armes aussi pour vous serez serein en fait d'aller négocier un découvert temporaire ou une ligne de crédit. Vous aurez et ça sera à jour et vous aurez rien à faire. Vous aurez déjà les éléments. Donc il y a aussi cet aspect-là à pas oublier. Complètement. Et je pense que ce que tu as mentionné aussi éventuellement, tu as mentionné les notions d'investissement, hein, donc voilà, mobiliser sa trésorerie, être serein sur le fait qu'on a de la trésorerie pour investir dans son business, développer son activité, recruter. Mais effectivement, tu as aussi mentionné le fait de potentiellement investir aussi sa trésorerie en tant que société, ce qui n'était pas du tout quelque chose de pertinent. Encore une fois, ça fait écho avec la discussion qu'on avait tout à l'heure sur les taux d'intérêt. Parce que les taux d'intérêt étaient inférieurs à 1, évidemment, ce n'est pas pertinent d'aller placer sa trésorerie. Maintenant, avec des taux qui sont de l'ordre de 3-4%, encore quelques mois, on va dire. Effectivement, pour les entreprises qui ont de la trésorerie, il peut y avoir aussi des opportunités de placement et du coup de gains liés à ça. Et ça, en fait, il faut être capable de le savoir et donc de mesurer et d'anticiper, clairement. Il y avait une petite question, Philippe, sur ce que tu présentais par rapport à ton modèle.
Est-ce que c'est Ouais. vous intégrer, est-ce que c'est la manière de fonctionner de la solution payante, donc de celle-ci trésorerie, ou est-ce que c'est le doc Excel que je pense que vous avez conçu pour aider aussi les entreprises qui souhaitent, disons, d'abord passer par Excel avant peut-être de passer sur une solution plus complète? Bah alors les deux permettent de le faire. En gros, le modèle Excel est gratuit. Il est mis, vous pouvez ensuite l'exploiter et pour appliquer la méthode et comme ça peut vous faire gagner du temps. Et on va dire que c'est peut-être une base pour démarrer. Mais Excel, ça reste quand même manuel. Il faut après tenir à jour son réalisé. Il faut modifier les données manuellement. Il y a toujours des risques d'erreur de saisie, évidemment. Et donc, si à un moment ça devient une usine à gaz, c'est trop compliqué, c'est là qu'il faut, je pense, passer sur une solution dédiée qui va en gros automatiser tout. Et comme ça, il y aura avec la connexion directe à la banque, la catégorisation automatique des flux, l'intégration automatique de la facturation, etc. Il n'y a plus besoin d'aller saisir la donnée manuellement. Mais ça, on commence à en avoir besoin à partir d'un certain volume, je dirais. Donc voilà, ça dépend. On peut démarrer sur Excel et si on se rend compte que c'est trop manuel et fastidieux, la solution le fait après automatiquement si nécessaire. Mais évidemment, elle est payante, c'est pas gratuit. Ok, super clair, Philippe. Alors du coup, on va passer Alors, sur le suivi du recouvrement et des créances. En fait, l'idée, c'est de découper ces différentes étapes-là de façon chronologique, hein. Donc, on va commencer par le début. Avant la facturation, en fait, ce qu'on voit, c'est qu'il est super important de connaître ses clients, hein, et ses futurs clients. Et ça, en fait, il y a plein de sources d'informations qui sont disponibles de façon gratuite ou payante, mais aussi gratuite, hein. On pense toujours aux solutions payantes, euh, type Credit Safe, etc., pour connaître les notes de crédit d'une société. Mais il y a aussi des éléments qui peuvent être gratuits et librement accessibles en ligne. Je pense par exemple à un site comme Papers. Je ne sais pas si tout le monde connaît. On pourra le mettre dans le récap si besoin. C'est un site où en fait vous avez accédé à l'information publique liée aux sociétés, notamment au bilan, compte de résultats des sociétés qui le publient, et qui vous permet du coup de savoir si globalement la société est plutôt viable ou si il y a des problèmes sur cette société, des RJ, ce genre de choses. Donc ça peut être Papers. Vous avez également les sanctions qui sont appliquées par Bercy, hein, par le ministère de l'économie, pour les mauvais payeurs. Alors, en général, ça concerne des gros donneurs d'ordre. Mais il y a également parfois des PME qui sont concernées. Et donc, n'hésitez pas à aller consulter ces bases de données-là en ligne avant de travailler avec un client, notamment si c'est un client avec des montants importants pour vous, pour votre société, hein, pour savoir globalement quel est le comportement de paiement de ce client-là de manière générale, comment il se comporte avec ses fournisseurs en général. Voilà. Donc, tout n'est pas payant. Il y a également des informations qui sont gratuites en ligne. Le deuxième point, pour contrôler le risque client, c'est en fait tout ce qui est lié à la mesure et à la limite d'encours client. Alors, il y a deux grandes branches là-dedans. En fait, soit vous pouvez passer avec un prestataire externe. Alors, on peut citer Atradus, on peut citer Allianz Trade, ce genre d'acteurs, la Coface évidemment, qui vont vous donner du coup des limites d'encours conseillées, hein, par client. Donc, en gros, ça veut dire, en fait, nous, on vous conseille de ne pas dépasser 100 000 euros, par exemple, d'encours sur ce client-là, en fonction de notre analyse de risque par rapport à ce client-là. Et parfois, ils couplent ça avec ce qu'on appelle une assurance crédit. Donc, en gros, ils couvrent l'encours jusqu'à 100 000 euros, par exemple. Si l'encours de ma société avec cette entreprise dépasse les 100 000 euros, attention, parce que du coup, je risque de ne plus être couvert par mon assurance crédit. Voilà. Donc, ça, c'est une solution externe pour définir des limites d'encours. Nous, ce qu'on voit avec nos clients sur l'InPay, et ce que certains clients appliquent directement dans l'InPay, ce sont aussi des limites d'encours définies en interne. C'est-à-dire, sans se baser sur un prestataire externe, en interne, je peux aussi moi-même définir des limites d'encours par client selon ma connaissance de ce client-là. En B2B, en général, on travaille de manière récurrente avec des clients, hein. C'est rarement un seul contrat. Enfin, ça peut arriver, mais si vous avez un historique de données sur vos clients, vous savez globalement, si vous êtes capable d'analyser les choses et de mesurer un délai de paiement, par exemple, sur plusieurs mois, hein, ce que sur l'InPay, on peut faire, par exemple, eh bien, vous savez quel est le comportement de paiement de ce client-là, quel est son encours. Et donc, vous pouvez définir une limite aussi interne à votre propre société à ne pas dépasser. Et si vous dépassez cette limite-là, vous allez être alerté. Il faut que vous soyez alerté. Dire attention, peut-être qu'on va bloquer les commandes, les futures commandes, si on dépasse un certain niveau d'encours client. L'idée, c'est de juguler le risque et de faire un point avec le client si jamais on atteint ce plafond.
Voilà, l'idée, c'est d'avoir cette notion d'alerte en amont, avant d'arriver dans les problèmes. Voilà. Un autre élément qui est très important et qui fait l'objet de beaucoup d'évolutions et d'innovations ces dernières années, c'est tout ce qui est lié aux conditions de paiement que vous définissez avec vos clients. Historiquement, globalement, surtout en B2B, c'était des paiements par virement, quoi, hein, globalement. Alors encore chèque dans certains cas très rares, mais c'était globalement par virement. Et ça a tendance à se digitaliser avec des nouvelles formes de paiement, type le e-virement. Sur l'InPay, on propose par exemple le e-virement, qui permet en fait d'intégrer le paiement dans un process de recouvrement, donc notamment avec des liens de paiement directement intégrés dans la relance. Pourquoi c'est important? Parce qu'en fait, tout le but du recouvrement, c'est d'arriver au paiement. Donc, si vous faites des relances clients, mais que derrière, le process de paiement est très complexe pour vos clients, forcément, votre impact en termes de recouvrement va être limité. Parce que votre client, s'il doit se connecter sur sa banque, mettre votre RIB dans sa banque pour ensuite attendre 3 jours que sa banque valide votre RIB et qu'il puisse faire le virement, vous voyez, le process est fastidieux pour lui et du coup, vous ne l'aidez pas à accélérer le process. Donc, l'idée, c'est aussi de réfléchir peut-être à des nouvelles formes de paiement que vous pouvez proposer à vos clients. Ça peut même aller parfois jusqu'au prélèvement automatique. Hein. Si vous êtes sur du récurrent, c'est peut-être d'ailleurs quelque chose que celle-ci propose en natif au niveau de la facturation. Dans le cas de commandes récurrentes, ou en tout cas de montants d'abonnement récurrents, par exemple, eh bien, n'hésitez pas aussi à proposer le paiement par prélèvement automatique à vos clients. Ça va leur simplifier la vie à eux en termes de process et à vous, évidemment, là, il n'y a plus de retard de paiement, hein, sauf cas exceptionnel d'échec, mais globalement, vous allez avoir un impact très rapide sur vos délais de paiement. Voilà. Pour tous ceux qui ne sont pas dans une situation où ils peuvent mettre en place le prélèvement, ou en tout cas pas de façon complète sur l'ensemble des clients, eh bien, du coup, on peut passer à la slide suivante pour voir toute la partie, en fait, gestion du poste client et gestion des relances clients. Alors, le premier point que vous voyez là, c'est donc le suivi. Et là, je vais rejoindre entièrement Philippe sur ce qu'il a dit tout à l'heure sur la partie trésorerie. Sur le recouvrement, c'est exactement pareil. On ne peut pas améliorer quelque chose que l'on ne mesure pas. Donc, en fait, ce qui va être super important au niveau du recouvrement, c'est d'être capable de suivre ces indicateurs et les suivre non pas à un moment, c'est-à-dire une fois dans l'année, par exemple au moment du bilan, de savoir calculer un DSO au niveau du moment du bilan. Hein, donc, un DSO pour ceux qui ne connaissent pas l'acronyme, donc c'est le délai de paiement moyen. Donc, c'est bien de le calculer une fois au moment du bilan annuel, mais ce n'est pas suffisant, en fait. Dans un monde où, en fait, l'insécurité au niveau des délais de paiement augmente, le risque client augmente, une fois par an, une fois par semestre, ce n'est pas du tout suffisant. Il faut être capable de le calculer de manière beaucoup plus régulière et idéalement même en temps réel, en fait, hein, votre délai de paiement moyen au niveau de l'ensemble de votre société pour voir comment les choses évoluent au fil du temps. Et en fait, l'idée, c'est de mesurer aussi l'impact de vos actions. On va parler des actions de recouvrement juste après, notamment des étapes de relance. Eh bien, l'idée, c'est de voir aussi l'impact de ces relances sur votre délai de paiement moyen. Si vous mettez en place des actions de relance, mais que derrière, vous n'avez pas les éléments pour mesurer leur efficacité, en fait, du coup, on ne va pas être capable de les améliorer au fil du temps. Donc, d'abord, on met en place un suivi, on est capable de suivre son DSO au fil des mois, pour voir comment la situation évolue. Et si jamais elle se dégrade, eh bien, du coup, je le sais et je vais pouvoir mettre en place des actions correctives pour essayer de limiter la casse. Parce que nous, quand on met en place l'InPay chez nos clients, on a encore beaucoup de cas de clients qui nous disent « oui, effectivement, moi, il y avait une facture, je n'ai pas vu qu'elle était en retard de paiement. Le délai de paiement avec ce client-là s'est allongé, mais je ne l'ai pas vu. Hein, je ne l'ai pas vu parce qu'on ne le mesurait pas, parce que c'est passé à travers les mailles du filet, parce qu'on a énormément de volume de factures et donc c'est passé à travers. Hein, donc le suivi est vraiment essentiel. Voilà. Tu recommandes quoi juste comme KPI du coup? Là, tu en as listé certains. Donc, tu avais le DSO par client ou par groupe de clients. La balance âgée, juste c'est quoi du coup, si tu peux rappeler? Alors, effectivement, donc le DSO, on peut soit le mesurer au niveau de la société globale. Donc, le DSO, ça va être votre délai de paiement moyen. Il y a plusieurs méthodes pour calculer le DSO. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Mais globalement, ça va être la moyenne de vos délais de paiement par client. Également le calculer par client, évidemment. Donc, pour savoir chaque client, comment lui se comporte. La balance âgée, en fait, on va prendre l'encours client. Donc, imaginons j'ai 100 000 € d'encours client actuellement. En fait, l'idée de la balance âgée, c'est de découper cette balance âgée par niveau de retard. Donc, je vais regarder, parmi ce 100 000 €, qu'est-ce qui correspond aux créances à moins de 30 jours, entre 30 et 60 jours, entre 60 et 90 jours, au-delà de 120 jours. Pourquoi c'est intéressant de regarder cette vision par balance âgée? Parce qu'en fait, ce qui est intéressant, c'est que le risque d'impayé augmente avec le temps. C'est-à-dire que nous, ce qu'on mesure, c'est qu'au-delà de 120 jours,
il y a 70% de risque que votre créance ne soit pas payée après 120 jours. Donc l'idée, en fait, c'est de limiter au maximum le volume de créances qui tombe dans cette tranche-là, au-delà des 120 jours. Donc en fait, c'est d'agir rapidement sur les premiers niveaux de retard, pour éviter qu'on arrive dans une situation de blocage avec le client, de litige qui n'est pas corrigé, etc., etc. Donc la balance à jeu, en fait, permet de diviser le bloc en cours client en sous-blocs et du coup de traiter différemment parce qu'en fait, selon le niveau de retard, les actions ne sont pas les mêmes. Voilà l'intérêt de la balance à jeu. Donc là, l'encours client, évidemment, ça parle à tout le monde, réparti entre les montants échus, c'est-à-dire dont la date d'échéance est dépassée, non échus avant la date d'échéance. Et prévisionnel d'encaissement. En fait, ça, ce qui peut être intéressant, c'est plus une vision de trésorerie qui va te parler, Philippe. L'idée, c'est en fait d'appliquer sur le prévisionnel d'encaissement les délais de paiement réels de vos clients. En mesurant les délais de paiement réels de vos clients, vous allez être capable de savoir si votre client, au-delà d'une date d'échéance à 30 jours, 45 jours ou 60 jours, est-ce qu'il paye à 90 jours réellement dans la réalité? Est-ce qu'il paye à 90 jours, à 120 jours ou à 15 jours? Forcément, ça va impacter votre prévisionnel d'encaissement. Voilà un petit peu quelques indicateurs clés qui sont importants à suivre, selon moi, pour une gestion efficace du poste client. Ok. Et du coup, là, après, vous parlez, il y a quelques bonnes pratiques là, sur l'art de la relance client. C'est quoi ce que vous observez chez l'INPE, ce qui fonctionne le mieux? Ouais, alors tout à l'heure, je vais reprendre ce que tu as dit tout à l'heure. Tout à l'heure, tu as dit qu'il faut agir de manière rapide et systématique. En fait, c'est exactement ça aussi dans le recouvrement. Et c'est souvent la difficulté des entreprises, en fait. Notamment pour celles qui ont des volumes de factures importants, il est difficile d'agir rapidement parce qu'en fait, parfois, on se laisse un peu déborder par le volume de factures et on n'agit pas systématiquement parce que si les relances sont faites à la main, eh bien évidemment, si j'ai 100 factures, 200 factures, tous les mois, ça veut dire que si j'ai un délai de paiement moyen de 60 jours, ça veut dire que tous les mois, je gère 300 factures, 400 factures, celles qui ont été émises ce mois-ci, plus celles du mois précédent qui n'ont pas été payées. Et 300 factures, j'ai pas le temps de les relancer à la main, en fait. Et donc, en fait, les relances vont pas être faites. Et du coup, un client, globalement, il ne paye que s'il est relancé. C'est un peu la leçon de l'histoire. C'est qu'en fait, votre client ne va pas payer naturellement. Alors si, évidemment, ça peut arriver, mais globalement, quand même, si vous laissez les choses dériver et que vous n'agissez pas, votre client ne va pas payer naturellement. Pourquoi? Simplement parce que c'est la trésorerie pour lui qui est chez lui et pas chez vous. Donc, il a tout intérêt plutôt à retenir le paiement plutôt qu'à l'accélérer. Ça, c'est vraiment ça semble assez évident, mais c'est une réalité. Donc, il faut agir vite. Ça veut dire quoi? Ça veut dire agir avant même la date d'échéance des factures. Donc, par exemple, avec ce qu'on appelle, nous, des notifications pré-échéance. Donc, en fait, si votre délai de paiement il est à 30 jours, à 25 jours après l'émission de la facture, je vais envoyer un petit mail à mon client pour vérifier qu'il a tous les éléments en main pour s'assurer du paiement derrière. C'est-à-dire, est-ce que tout est OK au niveau des informations, bon de commande, les preuves, est-ce qu'il y a éventuellement un litige sur le projet, sur le dossier, etc. En fait, l'intérêt de cette prééchéance, de cette notification prééchéance, c'est de savoir très vite s'il y a un problème avec la facture. Voilà. S'il n'y a pas de problème avec la facture, alors j'arrive à la date d'échéance et là, normalement, je suis censé être payé. Voilà. Donc, c'est important de savoir aussi très tôt s'il y a un problème. Il peut y avoir un problème. Les retards de commande ne sont pas toujours que causés par la mauvaise foi de vos clients. Ça peut être aussi un problème qui va être réel sur la commande, sur le dossier ou sur le projet. Et donc, il faut le savoir très vite pour le corriger. Voilà. Éventuellement, émettre un avoir, corriger, réémettre une facture qui sera payée. Ça, c'est donc agir très vite. Ensuite, agir de manière systématique. C'est-à-dire qu'en fait, une relance tous les 3 mois, c'est pas suffisant. Nous, on voit les relances qui marchent très bien, c'est 8 jours, 10 jours maximum entre les étapes de relance. C'est-à-dire qu'en fait, votre client, il doit comprendre que s'il ne paye pas, qu'il n'y a pas de raison matérielle et justifiée de ne pas payer, eh bien, vous allez le relancer et de manière continue et de manière graduelle et de manière de plus en plus formelle, jusqu'à arriver à des étapes peut-être de recouvrement externe, judiciaire. On va en parler juste après. Ce côté systématique va changer votre relation avec les clients. Voilà. En fait, ils vont comprendre que globalement, ils vont être remboursés et que vous n'allez pas oublier une facture impayée. Donc ça, c'est super important de relancer de façon systématique. Autre point qui est très important et qui marche très bien avec l'InPay, c'est la personnalisation. Évidemment, vos clients, il faut leur communiquer, il faut utiliser les manières avec lesquelles vous communiquez avec eux naturellement. Lorsque vous les appelez dans le mail, s'ils sentent que c'est un mail automatique qui est complètement froid, pas du tout personnalisé, ou ne vont pas retrouver les éléments liés aux factures, c'est-à-dire les montants, les dates d'échéance, les dates d'émission, également les fichiers PDF en pièces jointes, s'il n'y a pas tous ces éléments-là qui vont vraiment personnaliser la relance, eh bien,
l'impact de vos relances va être aussi plus faible. Donc, n'oubliez pas de bien personnaliser ces éléments-là et de tout renseigner. Parfois également le numéro de commande, par exemple, qui va être important pour que votre client valide la facture, que le donneur d'ordre, par exemple, valide la facture de son côté et qu'elle puisse être payée. Voilà. Élément très important, donc la personnalisation. Élément suivant, dans la gradation, si votre client ne paye pas, donc on arrive à la date d'échéance, on envoie nos premiers niveaux de relance par mail en général, voilà, pour garder un cadre assez informel, donc plutôt par mail. Si on voit que ça ne paye pas, on peut monter en gradation, utiliser peut-être un premier courrier, voire peut-être un appel téléphonique pour comprendre la situation. Et donc monter en gradation, forcément un courrier va faire comprendre à votre client que le sujet passe à un autre niveau et que s'il ne paye pas, bien forcément on va arriver sur des niveaux de recouvrement un peu plus formels. Voilà. Donc n'hésitez pas aussi à varier les canaux de relance. Voilà. Et enfin, si votre client ne paye toujours pas, malgré ces différents éléments que vous avez mis en place, eh bien, il y a toute une procédure de recouvrement judiciaire qui est également disponible et qui est d'ailleurs de plus en plus simple en France, qui se digitalise de plus en plus. Donc maintenant, il va être possible d'obtenir une injonction de payer émise par un tribunal directement en ligne. Donc ça, c'est quelque chose à regarder. On a parfois tendance à penser que la partie judiciaire est très complexe, qu'il faut forcément passer par un avocat ou un huissier. Non, ce n'est pas forcément le cas. Vous pouvez générer votre dossier sur le portail du tribunal et obtenir une injonction de payer. Donc ça peut être également un élément important. Et si le client, donc le client a un délai pour contester éventuellement, s'il ne conteste pas derrière, il peut y avoir une ordonnance qui impose du coup le paiement des créances. Donc voilà. Évidemment, on ne va pas aller sur ce niveau-là pour toutes les créances, mais si c'est nécessaire, on peut monter jusqu'à ces niveaux-là. Ok, je comprends. Ok, ouais, je vois aussi qu'on peut aussi changer d'interlocuteur éventuellement. Il y a une technique un peu connue qui est de plutôt que soit par exemple toujours la même personne qui relance, et passer par le directeur de la boîte, puis passer par éventuellement le commercial qui a vendu la prestation. Je sais que ça peut marcher aussi plutôt pas mal. Oui, complètement. C'est aussi cette histoire on rentre toujours dans cette histoire de gradation. L'idée, c'est de dire, OK, on va commencer par les équipes comptables. Si ça ne marche pas, peut-être aussi faire intervenir le commercial dans mon entreprise, parce qu'en général, le commercial dans mon entreprise, il a des informations que mon équipe comptable n'a pas forcément. Il va être mis en contact sur le terrain avec le client parfois presque tous les jours. Et donc, peut-être il va avoir des informations qui sont importantes pour comprendre pourquoi la facture n'est pas payée. Est-ce qu'il y a un litige? Est-ce qu'il y a un élément qui explique que peut-être le client est en difficulté? Et donc, il faut peut-être lui proposer un échéancier de paiement sur plusieurs mois pour l'aider, disons, à régler la créance. C'est des choses qui sont possibles. Et n'hésitez pas à inclure vos commerciaux dans le recouvrement parce qu'encore une fois, ils sont dans une position qui leur permet de savoir et d'accéder à l'information peut-être plus facilement que l'équipe comptable. Okay. Nous, on incite énormément à inclure les commerciaux dans le recouvrement. Certaines entreprises vont encore plus loin, où en fait le recouvrement, le taux de recouvrement va impacter le variable des commerciaux. Au-delà juste du chiffre d'affaires généré par le commercial, certaines entreprises incluent aussi une notion de recouvrement, parce que générer du chiffre d'affaires, c'est bien, mais si la facture n'est jamais payée, eh bien forcément, en termes de trésorerie pour l'entreprise, l'impact est quand même moindre. Et donc, on inclut de recouvrement dans le variable des commerciaux. Je ne sais pas si j'ai pas assez de recul pour savoir si c'est efficace ou pas d'aller jusque-là. En tout cas, inclure les commerciaux dans la réflexion sur le recouvrement et multiplier, fluidifier les échanges entre les équipes comptables et commerciales, ça, c'est sûr que ça marche. On le voit au quotidien chez l'Inpay. Voilà. OK. Donc, globalement, pour résumer, l'idée, c'est de suivre précisément les choses. Parce que comme tu l'as dit, voilà, si on ne suit pas, si on ne mesure pas, c'est très compliqué d'améliorer les choses, de suivre et ensuite de mettre en place des actions dans la durée. C'est ça vraiment, je pense, l'enjeu le plus difficile pour les sociétés, c'est de faire en sorte que tout ce que l'on met en place, les actions que l'on met en place, elles vont s'appliquer dans la durée. Ok. Eh ben, écoute, merci beaucoup pour tous ces conseils. C'était super intéressant, surtout à la fin là, avec les exemples concrets que tu pouvais donner. Là, je pense que c'est plein de bons conseils et de bonnes pratiques qu'on peut directement mettre en place là, dans 30 minutes, littéralement après le webinaire. Donc, ouais, merci beaucoup pour le partage là-dessus et ton retour d'expérience sur l'Inpay. Alors, on a fini avec ce dont on voulait vous parler lors de cette masterclass. Déjà, merci à tous pour votre participation. Je ne sais pas s'il y a des questions ou autres en attente particulière ou
outils. Une question sur tout à l'heure sur la partie doc Excel que tu présentais, mais je pense qu'on y a répondu. Pour l'instant, question. Ok. Et ben parfait, du coup, on peut laisser une minute là, si quelqu'un a une question en suspens. Du coup, vous avez, si besoin, si vous souhaitez plus d'informations, vous avez là les liens des sites internet correspondant à celle-ci et l'InPay. Et encore une fois, comme on l'a dit lors de ce webinaire, il y a pas de secret. C'est vraiment juste être régulier et rigoureux. Et il existe des solutions pour automatiser tout ça et faire en sorte que ça vous prenne le moins de temps possible. Parce qu'à chaque fois, c'est ça, c'est qu'est-ce qu'on priorise parmi toutes les milliers de tâches qu'on a à faire dans notre journée. Et parfois, s'équiper d'outils quand c'est nécessaire, et ben, ça peut être la bonne solution. Surtout quand il s'agit du cash, parce que comme vous le savez, le cash, c'est le nerf de la guerre. Et envoyer une facture, c'est bien, mais si l'argent n'arrive pas sur le compte bancaire, c'est comme si la facture ou la prestation n'avait pas été faite de toute façon, et d'un point de vue de la société. Et ça peut vous mettre dans le jus. Donc, il ne faut pas hésiter à s'équiper si nécessaire. Complètement. Et peut-être pour rebondir là-dessus, Philippe, peut-être préciser aussi que les solutions sont intégrées. En fait, ce qui est super important aussi, c'est d'avoir des solutions, un environnement technique intégré dès que vous passez sur des solutions. Et typiquement, avec celle-ci et l'InPay, les deux solutions ont ce qu'on appelle une API et donc fonctionnent par API. Donc, la synchronisation entre les deux outils est complètement automatique. Voilà, donc, ça vous fait aussi gagner du temps. Yes, tout à fait. Alors, je vois qu'il y a pareil. Ouais, vas-y. Non, je voulais juste compléter en disant que évidemment aussi celle-ci trésorerie, enfin la brique trésorerie de celle-ci est évidemment intégrée avec la suite de l'environnement celle-ci, avec les factures, les abonnements, les devis, justement pour synchroniser les données. Et ça rejoint juste ce que tu venais de dire juste avant, d'avoir des solutions intégrées. Yes, du coup, il y a des questions. Je vais regarder. Il y a une première question sur l'affacturage de Jackie. Donc, que pensez-vous